Bonjour, bonjour, à ceux qui sont présents. Nous allons pouvoir, commencer la présentation, de la nouvelle, façon, d'imposer les associés, et associés gérants de SEL, avec le nouveau régime fiscal applicable pour l'année, 2024. Donc, celle qui me concerne et pour les déclarations de revenus qui seront faites, début 2025. Pour commencer, on va se présenter. Alors moi, je m'appelle Stéphane Douget, je suis expert comptable, associé à Nantes principalement et je fais partie du groupe, santé, qui est très concerné par cette réforme et du groupe, notariat aussi, qui est également très concentré par cette réforme. Donc je connais les problématiques des professions juridiques, et des professions, de santé. Je suis accompagné de Léa Borel, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Léa Borel, moi je suis avocate à Lyon, au sein du cabinet Horatio et j'interviens donc en droit des sociétés et comme Stéphane, je fais partie, du groupe, santé et donc on est, très, attentifs, à cette nouvelle réglementation des rémunérations d'associés de SEL. Donc, voilà comment se déroule la présentation. On va parler du contexte de la réforme dans un premier temps. On va rappeler un peu les pratiques, qui étaient faites jusqu'au 31 décembre de l'année précédente. Les nouvelles pratiques à adopter, bien sûr, les points en attente parce qu'on n'a pas encore les réponses à tout et le process pour l'inscription, pour, être dans le régime, qui convient. Et évidemment, on prendra un petit temps pour les questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, sur le contexte de la réforme, Léa, je te laisse, en parler. Oui, alors nous avons souhaité vous faire un petit rappel du contexte, de cette nouvelle réglementation applicable, aux rémunérations d'associés. Donc simplement pour, vous expliquer, il y avait une discordance entre la position de l'administration fiscale et la jurisprudence du Conseil d'État. Donc en fait, depuis 1996, l'administration, en se basant sur une réponse, ministérielle, Cousin, considérer que les rémunérations techniques, les rémunérations d'associés de sociétés d'exercice libéral devaient être traitées comme des traitements et salaires. Le Conseil d'État, quant à lui, depuis 2013, et puis dans une décision de 2013, puis une deuxième décision de 2017, a considéré que les rémunérations techniques, elles, devaient être traitées comme des bénéfices non commerciaux en se basant sur la notion de lien de subordination. Donc depuis cette date, on avait quand même une distinction, une différence de traitement, mais qui ne posait pas de difficulté puisque l'administration fiscale considérait bien qu'on pouvait, imposer les rémunérations, techniques comme des, traitements et salaires, article 62 du code général des impôts. En 2022, en décembre 2022, l'administration fiscale a modifié sa doctrine, et donc a publié, sur, le bulletin officiel, une nouvelle doctrine. Donc à partir du 1er janvier 2023, et pour partie, parce qu'on a eu un petit peu, un délai pour s'adapter, elle a considéré que désormais, les rémunérations techniques d'associés de SEL devaient nécessairement être imposées, en bénéfices non commerciaux, avec de nombreuses interrogations, quant à l'application de cette nouvelle doctrine. On a eu donc le 16 novembre 2023 une réponse de l'administration fiscale, de la direction de la législation fiscale, à un rescrit fiscal qui avait été formulé par une association de conseils fiscaux,
Et donc, on a eu une réponse un peu incomplète, entre guillemets, sur les questionnements soulevés par cette nouvelle doctrine de 2022. Et enfin, en décembre 2022, puis en avril 2024, on a eu de nouvelles réponses apportées par l'administration fiscale via le BOFIP, qui a venu préciser toutes les incertitudes que nous avions, en tout cas une bonne partie, sur ce nouveau traitement des rémunérations d'associés de SEL. Donc là, on s'était dit qu'on allait faire un petit rappel des pratiques antérieures à décembre 2023, parce qu'en fait, normalement, la nouvelle doctrine était applicable pour ceux qui pouvaient appliquer cette doctrine à compter du 1er janvier 2023. Simplement, peu de personnes ont été à même d'appliquer la nouvelle doctrine. Donc, on a eu ce délai jusqu'au 1er janvier 2024 pour appliquer la doctrine. Donc, jusqu'à l'imposition des revenus 2023, les associés de SEL pouvaient se prévaloir donc de cette fameuse réponse ministérielle cousin qui permettait d'imposer les rémunérations d'associés de SEL en traitement des salaires, dit article 62 du Code général des impôts. Donc, concrètement, cela permettait aux associés de SEL de bénéficier de l'abattement de 10% sur leur rémunération imposable. Donc, si on compare une structure d'exploitation sans emprunt avec un BNC, la différence entre un associé de SEL et un BNC classique était que l'associé de SEL pouvait bénéficier de cet abattement de 10% sur leur rémunération imposable, là où un BNC ne pouvait pas bénéficier de cet abattement sur sa rémunération imposable. Ensuite, ça c'est... Ensuite, sur les dépenses déductibles qui peuvent être déduits, notamment dans les SEL, c'est donc l'application du principe pour 2023. On a toutes les charges sociales, donc obligatoires et facultatives, les frais de formation. Il y a aussi la possibilité d'une prise en charge, après ça dépend des règlements intérieurs de chacun, mais une possibilité de prise en charge pour tout ou partie des cotisations, ce qu'on appelle Madelin, aujourd'hui plan d'épargne retraite, en fonction de la situation de famille, etc. Le reliquat non pris en charge était à déduire au niveau de la déclaration IRPP. Certains clients ont des versements complémentaires, notamment au niveau retraite, qui déduisent directement sur leur déclaration de revenus et pas sur les frais de la SEL. Évidemment, tous les frais, invitation clients, fournisseurs, en fonction toujours du règlement intérieur pour cette prise en charge, tous les frais professionnels, déplacements professionnels hors domicile, lieu de travail, étaient obligatoirement pris en charge par la SEL. Les frais de déplacement domicile, lieu de travail, là par contre, c'était uniquement sur la déclaration de revenus et éventuellement certains, avec des déplacements importants, avec des domiciles un peu plus éloignés, pouvaient faire les frais réels au lieu de l'application des 10%. Voilà pour le passé. Et donc désormais, nous avons de nouvelles pratiques à adopter. Nous avons souhaité vous présenter cette nouvelle pratique avec un petit tableau récapitulatif. Donc pour synthétiser, je vais commencer simplement par les associés de SEL qui n'ont pas de mandat social. Donc un associé de société d'exercice libéral, que ce soit une CELAS ou une CELARL, verra sa rémunération technique imposée en la forme d'un BNC fiscalement, bénéfices non commerciaux.
là où son régime social sera celui du régime des travailleurs indépendants, le régime général des indépendants. Un associé de celle qui, lui, cumule en fait l'exercice de ses fonctions techniques avec un mandat social, là, on va distinguer le mandat, l'imposition du mandat de ses fonctions techniques. Donc les fonctions techniques, là, pour les deux, que l'on soit président ou gérant de CELARL ou de CELAS, la fonction technique sera fiscalisée en BNC, bénéfices non commerciaux. Le régime social, quant à lui, s'agissant des présidents ou directeurs généraux de CELAS, ce sera le régime général des travailleurs indépendants. Et pour les gérants majoritaires, ce sera la même chose. Pour le mandat social, en revanche, là, chez les présidents et directeurs généraux de CELAS, le mandat sera rémunéré en traitements et salaires pour les présidents et des directeurs généraux de CELAS. Le régime général salarié sera appliqué ce sera le régime social de ces dirigeants-là. En revanche, pour les gérants majoritaires, là, on rebascule, entre guillemets, sur ce qui était appliqué antérieurement, c'est-à-dire que les gérants majoritaires de ces LARL seront imposés en traitements des salaires et bénéficieront du régime social des travailleurs indépendants. Ah, et les gérants minoritaires, eux, seront en traitement et salaire et régime général des salariés. Quelles professions sont concernées? Là, on a toutes les sociétés d'exercice libéral qui exercent une activité libérale. Là-dessus, on a une petite incertitude pour celles de pharmacie, puisque les pharmacies n'exercent pas une activité libérale, mais commerciale. Donc, il y a une petite incertitude sur le fait qu'on ait à appliquer les régimes des bénéfices non commerciaux à cette activité-là. La question a été posée à l'administration, à certains SIE pour savoir ce que l'on devait faire. C'est en attente de réponse. Globalement, nous pensons que les pharmaciens devraient être traités comme tous les libéraux, c'est-à-dire en bénéfices non commerciaux et pas en BIC. Pour information, on a eu une réponse, mais alors orale, de l'Ordre des pharmaciens, et qui confirmait que ce serait bien le BNC qui s'appliquerait. Mais pour l'instant, ils ne se sont pas engagés par écrit à ce niveau-là. Alors, dans les nouvelles pratiques à adopter, là, je te laisse encore en discuter de ça parce que c'est plus toi, moi ça sera juste après. Ensuite, se poser quand même la question aussi des SAS et SARL qui exerçaient une activité libérale parce que avant l'ordonnance de 2023 dont je vais parler dans quelques instants, certaines professions pouvaient exercer leur activité libérale en la forme d'une société de droit commun, donc SARL et SAS notamment. L'ordonnance de février 2023 est venue simplifier les réglementations applicables aux professions réglementées et à simplifier un petit peu, clarifier tout ce qui était la loi de 90. En fait, avant, vous le savez peut-être, mais c'était la loi de 90 qui réglementait le fonctionnement notamment des SEL. Et désormais, c'est l'ordonnance de février 2023 qui est venue synthétiser toute la réglementation applicable à de nombreuses formes juridiques
d'exercice, de sociétés de moyens, de sociétés de participation financière, etc., applicables à toutes les professions libérales pour disposer d'un corpus de textes relativement clair, parce que antérieurement, nous avions une multitude de textes applicables à toutes ces professions, et ça devenait très très compliqué et peu lisible à pratiquer. Donc, cette ordonnance de 2023 est venue définir de grandes familles de professions réglementées. Donc, on a les professionnels de santé, on a les professions juridiques et judiciaires et les professions techniques et du cadre de vie. Elle est venue préciser des règles de détention du capital et de gouvernance des SEL notamment, et renforcer le pouvoir des ordres s'agissant de tout ce qui était contrôle des structures. Donc cette ordonnance est venue supprimer en fait la possibilité d'exercer sous la forme d'une société de droit commun, en fait pas tout à fait, parce qu'on peut toujours exercer sous forme de SARL, simplement le contenu de la société doit être celui d'une SEL. Donc on n'a plus vraiment de différence de traitement. On a un délai en fait pour se mettre en conformité avec la loi l'ordonnance de 2023, qui est entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2024, et les sociétés ont 1 an pour se mettre en conformité pour que leur société soit conforme à l'ordonnance. Donc, pendant cette période-là, on se posait la question de savoir si ces nouvelles règles applicables aux associés de SEL étaient également applicables aux associés de SARL qui exerceraient cette activité libérale. Nous pensons que les SARL qui ne sont pas en conformité d'ici 2025 seront traités comme des SEL dès 2024, pardon. Donc voilà, ça c'était un petit focus sur cette ordonnance de 2023. Donc, comment faire désormais pour distinguer, pour définir quelle fiscalité appliquer à votre rémunération? Donc, il va falloir distinguer d'une part les fonctions de gérance et des fonctions techniques. Là, on a eu de grosses difficultés à savoir ce qui pouvait relever des fonctions de gérance et des fonctions techniques. Là, l'administration a modifié donc son BOFIP en décembre 2023 et avril 2024 pour venir dire, donner des clés d'interprétation pour que l'on sache ce qui relève des fonctions de gérant et ce qui relève des fonctions techniques. Donc, typiquement, l'administration considère que les fonctions de gérance sont très, très limitées, puisqu'elle prend à titre d'exemple les convocations aux assemblées générales, la représentation de la société dans ses rapports avec les associés, les décisions de déplacement du siège social de la société, de transfert de siège, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne relève pas de la gestion quotidienne, entre guillemets, d'une SEL, puisque la facturation, à titre d'exemple, du client ou du patient, sont considérées comme des fonctions techniques. Donc, voilà, il va falloir faire ce travail-là de distinction, sachant que, là, Stéphane va vous expliquer, mais elle a donné une règle de principe qui peut être utile. Alors justement, l'administration, alors elle l'a mis par décret, donc c'est quand même quelque chose d'important. Elle admet que fiscalement, 5% du temps passé par un gérant est consacré à la gérance, 95% à la fonction technique. Ce qui veut dire qu'à partir de là,
Ce qui serait soumis à l'ancienne législation, ce serait les 5% de la rémunération globale, et les 95% seraient mis dans la déclaration BNC qui sera faite à titre personnel. Nous, ce qu'on préconise, c'est alors, il y a juste une position, on en parle quand même parce que ça vous pouvez le trouver, c'est que si aucune répartition n'est possible, l'ensemble est imposé à l'article 62. Alors, on pourrait se dire, c'est autant faire comme ça. Par contre, l'administration va surveiller ça de façon très, très importante, et de justifier qu'on ne peut pas distinguer la fonction technique sera extrêmement difficile à prouver. Donc, on ne conseille absolument pas d'aller sur ce dispositif parce qu'il sera impossible à apporter des preuves de l'impossibilité de la distinction. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de faire la répartition 5% et 95%. Par simplification, on prévoit de déduire 100% des cotisations sur le BNC, parce que répartir entre les deux structures, ça va être extrêmement compliqué pour une incidence qui est quasiment nulle. L'autre choix possible, c'est mettre 100% de la rémunération en BNC, parce que là, l'administration, je ne vois pas ce qu'elle pourrait dire. Bon, après, voilà, ce n'est pas forcément un intérêt, mais ça peut être plus simple, notamment si les rémunérations sont faibles. Voilà, l'incidence de l'abattement qui serait perdu est vraiment peu important, ou des associés qui auraient des frais de déplacement de domicile-travail importants, et ce qui fait que les 10% de toute façon seraient inférieurs aux frais réels. Si le calcul des 5% est retenu, c'est de savoir si on l'applique sur les rémunérations nettes ou brutes. Alors, ça va dépendre de votre règlement intérieur, savoir si c'est déjà le cas, parce qu'il y a certains, alors c'est plus rare quand même, qui ont une rémunération brute, et chacun se débrouille, notamment pour ses cotisations sociales et notamment les cotisations Madelin, qui peuvent être différents par rapport à chaque associé. La plupart du temps, on est plutôt sur une rémunération nette, et avec les cotisations prises en charge jusqu'à présent par la SEL. Alors du coup, il y aura une conservation d'une permanence des méthodes, donc voilà, on fera en fonction des cas de chaque société concernée. Si vous ne voulez pas utiliser les 5%, ce qui est tout à fait possible, mais faire un calcul réel. Alors là, il va falloir que chaque gérant concerné fasse une espèce de fiche de temps, hein, puisqu'il faudra vraiment déterminer quel temps passer à la gérance, quel temps passer à la fonction technique pour justifier d'un pourcentage plus important. On aura le cas pour certaines structures importantes avec, je ne sais pas moi, 30 associés, où évidemment il y a une personne ou qu'on peut appeler un codir qui passe plus de temps évidemment sur la gestion pure de la société. Représentation notamment auprès des tiers, etc., qui peut du coup se justifier. On aura même certains cas où 100% du temps est consacré à la gestion de l'entreprise, mais là, on va être sur des structures encore plus importantes. Maintenant, pour ça, il faudra bien le justifier avec des fiches de temps et de façon très précise pour pouvoir opposer à l'administration le calcul qui sera fait. Alors, ensuite, on va passer dans la répartition des fonctions, donc avant la réforme. Voilà, c'était une rémunération globale 100% article 62 avec l'abattement de 10% ou les frais réels, hein, puisque certains l'appliquaient, les frais réels. Maintenant, on sera bien sur, je perçois une rémunération qui prend deux formes, avec les 5% dans la majorité des cas, qui sera une rémunération au titre de la gérance, donc avec le bénéfice de 10% sur ces 5%, ou éventuellement des frais réels, mais dans ce cas-là, je pense qu'on le mettra plutôt du côté BNC, et 95% en BNC, avec une déclaration spécifique 2035. Certains l'ont connue, ils vont la retrouver, sur laquelle on indiquera la rémunération au titre de la fonction technique, et avec la possibilité de déduire certains frais professionnels spécifiques qui n'auraient pas été pris en charge par la SEL. Alors, on mettra les cotisations URSSAF, même si dans les faits, ce sera la SEL qui les paiera, mais ça sera bien retraité pour que ça soit mis sur le BNC de chaque associé.
Madelin. Ce qui sera rajouté, eh ben, ça sera le trajet domicile-travail, même s'il n'est pas très important, ben, on en tiendra compte. Et puis les choses qui n'auraient pas été prises en charge par la SEL, puisque enfin, des formations personnelles qui ne seraient pas prises en charge en fonction de votre règlement intérieur, voire des frais de déplacement particuliers souvent liés à des conventions ou des forums ou des salons ou des congrès qui ne seraient pas pris en charge par la SEL et qui pourraient être déduits à ce niveau-là pour l'occasion. Voilà. Sur les dépenses déduites du BNC, bah, évidemment, hein, c'est celles qui ne sont pas liées à l'activité de la SEL, par exemple le trajet domicile-travail. Et qu'évidemment, on ne va pas les déduire deux fois. Si c'est pris en charge par la SEL, ça ne sera pas déduit sur votre déclaration BNC. Voilà, je n'ai pas d'autres précisions puisque j'avais déjà parlé de tout ça. Sur les cotisations Madelin, donc elles sont prises en charge personnellement, alors elles sont déductibles dans le BNC ou la SEL. Si elles sont acquittées par la SEL, au nom du compte de l'associé, la rémunération totale comprend les charges sociales. Donc on va bien mettre entre guillemets le brut dans la déclaration BNC et déduire les cotisations sur la déclaration de BNC. Donc ce sera bien retraité sous cette forme-là. Pour la SEL, ça reviendra strictement au même, hein, puisque qu'on mette le brut sur la SEL ou le net et les cotisations sociales, la charge pour la SEL sera strictement la même. Mais c'est la présentation qui sera légèrement différente, même dans les comptes. Des questions se sont posées aussi sur le fait que, à partir du moment où on a une activité individuelle en tant que telle, à titre personnel, aujourd'hui, il est possible d'opter à l'IS pour une activité individuelle, quand on exerce une activité professionnelle. Là, comme l'activité professionnelle est exercée par la SEL, pour nous, il n'y a que la SEL, en fonction des cas évidemment, qui peut être à l'IS. Les associés, pour les associés de SEL, pour nous, l'option est impossible, sauf si l'associé peut apporter la preuve d'une existence d'une activité professionnelle personnelle en sus de la situation d'activité de SEL. Donc, par exemple, un expert du judiciaire, ça c'est possible. Clairement, ça sera très rare à l'usage et en plus, pour nous, il n'y a pas forcément d'intérêt majeur puisque l'objectif, c'est de prendre cette rémunération à titre personnel. Donc, si c'est pour la laisser dans la structure, on ne voit pas trop l'intérêt. Ensuite, pardon. Pardon, non, vas-y. Une des nouvelles questions soulevées en fait par ce changement de doctrine a été aussi le traitement fiscal des titres de SEL. Est-ce que les titres de la SEL doivent être inscrits à l'actif du BNC? Donc, les textes rendent possible d'inscrire à l'actif les titres de la SEL. Quel serait l'intérêt de cette inscription active? Ce serait de pouvoir déduire notamment principalement les intérêts d'emprunt qui auraient été souscrits par l'associé pour financer l'acquisition des titres. Simplement, là, nous, on attire votre attention sur le fait qu'on a une incertitude sur le traitement fiscal au moment de la cession de ces titres. Est-ce que ces titres-là seront traités comme des plus-values professionnelles ou des plus-values privées? Donc, en fait, si on inscrit à l'actif les titres de la SEL, on va devoir considérer que c'est une plus-value privée. Alors que si on ne les inscrit pas à l'actif, ça reste de la plus-value professionnelle avec l'application notamment des régimes de faveur prévus pour les cessions
d'actifs professionnels. Donc là, nous, notre avis, c'est quand même de faire attention à ce point-là, de consulter un avocat fiscaliste qui vous orientera utilement en fonction de votre situation, mais de ne pas prendre la décision d'inscrire à l'actif les titres de la SEL sans avoir réfléchi aux conséquences fiscales que cela peut avoir sur le «débouclage» entre guillemets de l'activité professionnelle. Concernant, puisque là aussi ça a été une question importante concernant la TVA, puisque la plupart dans les professions juridiques, vous êtes assujettis à TVA. C'est pas le cas dans les professions de santé où la question se pose pas trop. Mais on pourrait considérer que la facturation entre guillemets de votre activité technique serait assujettie à TVA. Donc ça a été tranché il y a déjà même il y a pratiquement 2 ans, même 3 ans je crois, que ce n'est pas une activité qui est regardée comme étant assujettie à la TVA. Donc les rémunérations techniques pour les associés de la SEL n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA et donc ne sont pas soumises à l'obligation de facturation. Vous n'aurez pas de facturation à faire personnellement chacun à vos structures. Ça nous paraissait un peu évident, mais c'est mieux en le disant. Concernant la CFE, la contribution foncière des entreprises, comme au départ, il faut s'inscrire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont dû recevoir d'ailleurs la fiche d'inscription qui a été directement envoyée par l'administration fiscale. En fait, cette création n'importe pas une nouvelle personne juridique ou une nouvelle activité économique. Donc, par conséquent, seule la société demeure assujettie à la CFE. Évidemment, si vous exercez une autre activité professionnelle non salariée, on a parlé des experts judiciaires, là, il y a bien une CFE qui est due. Donc là, pour certains qui l'ont connu, vous allez retrouver même sans doute vos anciens numéros SIRET. Pour les jeunes, ça sera la première opération, ils auront bien un nouveau numéro SIRET, en sachant que pour éviter déjà sans doute l'engorgement, mais aussi le fait que ça soit enregistré comme une activité économique, on ne passe pas par le guichet unique, comme une inscription classique, mais c'est directement avec le service des impôts que la déclaration se fait. La déclaration se fait, en fait, il faut déposer le formulaire auprès du SIE dont dépend la SEL. Ça se fait sur l'espace impôts.gouv de la SEL dans la correspondance, tout simplement. Et alors, c'est la page suivante. Ensuite, l'autre question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on peut bénéficier du micro-BNC? L'avantage du micro-BNC, vous déclarez du coup vos revenus et derrière, il y a un abattement automatique qui se fait sur ce montant. Alors, il faut pas dépasser 77 700 € de chiffre d'affaires, et c'est pas la rémunération que vous facturez, c'est le chiffre d'affaires rapporté au nombre de salariés qui est fait par la SEL. Alors concrètement, on sera quand même assez peu concerné par ça, certains sans doute, mais je pense qu'il sera assez difficile d'opter pour cela. Puis après, il faudra se poser la question si c'est intéressant ou pas. Alors, par exemple, le micro-BNC, ça ne sera pas applicable pour les officiers publics et ministériels comme les notaires ou les commissaires de justice. Et puis, là, comme je vous disais, il faut vraiment que l'abattement est de 34 %. Il faut que l'abattement de 34 % soit plus avantageux que la déduction des charges sociales ou des autres charges pour que ce soit intéressant de le faire. Autre question, pour ceux qui ont connu, on avait la possibilité, enfin surtout l'intérêt d'adhérer à un centre
organisation de gestion agréée, donc généralement une association de gestion, qui évitait de voir son revenu rehaussé du fait d'une majoration du bénéfice. Du coup, là maintenant, depuis le 7 décembre 2023, il n'y a aucun intérêt à adhérer à une OGA, puisque déjà la majoration a été remise en cause. Il reste la possibilité d'avoir une réduction d'impôt pour frais de comptabiliser, mais les seuils de déclenchement de cette réduction d'impôt sont les mêmes que pour l'option pour le micro BNC. Donc, voilà. Donc l'adhésion à une OGA ne sera pertinente que dans des cas très limités. Enfin, la question a été posée aussi pour savoir s'il fallait un compte bancaire spécifique, parce que pour une activité économique spécifique, il faut avoir un compte bancaire spécifique. A priori, il n'y a pas d'obligation d'ouvrir ce compte bancaire pour cette activité. Nous, on le conseille juste pour des associés qui auraient des flux on va dire, importants à reporter sur la 2035. Donc, en fonction de ces volumes, de ces flux, c'est clair que s'il n'y a que la rémunération, les cotisations sociales et éventuellement les frais kilométriques domicile-travail, ça n'a pas besoin de ce fameux compte. Après, s'il y a plein de petits frais à côté qui ne sont pas pris en charge par les SEL, compte tenu d'un règlement intérieur un peu strict, là, on pourra évidemment se poser la question. Nous avons souhaité récapituler un petit peu les points en attente là, qui étaient soulevés par ce nouveau traitement fiscal des rémunérations d'associés de SEL. Donc, il y avait en premier lieu, on l'a dit, les pharmacies qui exercent pas une activité commerciale. Donc, on se demandait si on pouvait traiter les rémunérations d'associés de celles de pharmacie comme des bénéfices non commerciaux. Il semblerait donc que les pharmaciens soient concernés. Donc, notre préconisation, c'est quand même d'attendre avant de faire donc des formalités et nous, enfin, les experts comptables qui sont en charge là, de traiter votre rémunération interrogeront les SIE concernés. Pour les SARL en 2024 qui ne seraient pas en conformité avec l'ordonnance, que faire? Donc, nous, on considère qu'il faudrait quand même considérer que la nouvelle réglementation est applicable à ces SARL et de ne pas attendre septembre 2025 pour appliquer la nouvelle réglementation. Ensuite, sur les parts de SEL à l'actif, plus-value professionnelle ou privée, là, pareil, on vous conseille d'attendre avant d'inscrire à l'actif vos titres de SEL, sauf à ce que vous sollicitiez un avocat fiscaliste qui donne un petit peu des clés de lecture en fonction de votre situation personnelle et qui mettent un petit peu en avant les différentes conséquences de la décision que vous allez prendre sur l'inscription ou non de ces titres à l'actif de votre BNC. Ensuite, il y a des impacts en comptabilité. Je vais laisser Stéphane. Sur la tenue de la comptabilité, alors la question se pose de savoir si on peut opter pour créance et dette. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est l'option créance et dette permettrait de comptabiliser évidemment votre rémunération, mais aussi les cotisations sociales à venir. C'est-à-dire qu'on peut en provisionner ces fameuses cotisations et les régularisations qui viendraient, peut-être même dans un sens ou dans l'autre, mais d'avoir les cotisations sociales qui correspondent à la rémunération que vous avez perçue. Là aussi, ceux qui ont connu le BNC, on peut avoir des variations importantes, notamment en début d'activité, entre
ce qu'on perçoit en termes de rémunération, les cotisations qu'on paye et qui sont en début d'activité en général relativement faibles, puisque basées sur des forfaits qui ne sont pas très élevés, avec des régularisations les années suivantes qui peuvent être d'ailleurs très importantes. Et du coup, ça nous fait une variation de revenus à déclarer, revenus nets, qui peut être importante, puisque évidemment, l'année où on a les revenus sans les dépenses, on a une grosse base imposable, donc avec un impôt en conséquence. Et inversement, l'année où on a toujours les mêmes revenus, mais avec les régularisations de cotisation, on a un très petit revenu imposable, avec l'avantage d'avoir moins d'impôts, mais ça fait des variations qui sont un peu difficiles à gérer en termes de trésorerie. Au bout du compte, généralement, il faut 4-5 ans pour que ça roule. Au bout du compte, vous n'aurez pas payé forcément plus, mais avec des incidences sur votre gestion de trésorerie personnelle. Pour l'instant, on n'a pas de précision pour savoir si on peut opter. On pense que ça va être difficile de pouvoir le faire, puisque comme on est sur les bases, enfin les règles de l'impôt sur le revenu, en impôt sur le revenu, très clairement, c'est les montants payés qui sont déduits ou qui sont imposés, ou les montants reçus qui sont imposés. Donc on appelle ça une comptabilité recette-dépenses. Et après, ce qu'on pense, c'est que ça serait difficile de le faire pour le BNC, puisque, comme on l'a dit par ailleurs, ce n'est pas une activité économique en tant que telle, donc pas une activité professionnelle en tant que telle. Donc, du coup, on serait plutôt sur les règles de l'impôt sur le revenu. Donc ça, pour l'instant, on attend des précisions, on ne les a pas encore. Juste une précision aussi sur la déclaration qu'il faut faire pour s'inscrire en BNC. Il faut absolument, pour 2024, le faire avant le 31 décembre 2024. On a encore un peu de temps, hein. Pour pas que si vous le fassiez en 2025, vous soyez embêté avec des pénalités de retard parce que vous avez fait votre déclaration un peu tardivement. Voilà. Sur le process, voilà, c'est donc le questionnaire à compléter. Voilà, c'est ce que je précisais à l'instant. Le questionnaire à compléter, vous avez peut-être reçu déjà ce questionnaire hein, par votre espace impôt.gouv de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, les formulaires sont disponibles, on peut vous le fournir, il n'y a aucun problème, c'est facile à trouver même sur internet, même sur le site des impôts d'ailleurs. Et que vous ayez déjà un numéro SIRET ou pas, hein. Si vous êtes passé en article 62 il y a 2 ans, vous avez un numéro SIRET encore, mais il faut quand même faire cette déclaration. Il y a des chances que vous conserviez le même, mais bon. Même pas sûr. Il faut retourner ce questionnaire sur l'espace pro des impôts de la SEL. Voilà. Et vous aurez comme une déclaration d'activité, vous aurez un mémento fiscal du référentiel, enfin des obligations fiscales pour la future déclaration. Évidemment, là-dessus, on vous accompagne sans aucun souci. Mais si vous n'avez pas reçu le questionnaire de la part de l'administration, il faut absolument le faire volontairement. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va attendre 1 ou 2 minutes. Alors, pour poser vos questions, vous avez un onglet qui est situé en haut à droite de votre écran, qui s'appelle questions-réponses Q et R. Cliquez dessus et vous avez la possibilité de poser vos questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre. A priori, vous n'avez pas de questions. Mmh. Nous allons pouvoir clore cette présentation en espérant vous avoir informé utilement sur ces nouvelles règles. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.